Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode de Notre Claude Relève. Thomas Lafont à l'animation en compagnie de Laurie Doré. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Philippe Gendron qui est malheureusement absent, lui qui est pris dans le trafic présentement. Au moment d'enregistrer l'épisode, on lui souhaite un bon courage. Bon C'est retour. un bon retour, effectivement. C'est jamais le fun, mais bon. Ça sera un épisode à deux ce soir pour parler de la centrale de la nationale. Une division assez intéressante, je dirais. Il n'y a pas vraiment un favori qui se distingue vraiment dans cette division-là. Et il y a surtout des équipes qui semblent vraiment se remonter la pente de la reconstruction. Là. Je pense entre autres aux Pirates de Pittsburgh, on va parler plus tard dans l'épisode, mais cette division-là est quand même assez intéressante. Je ne sais pas ce que tu en penses, Seri, pour l'instant, Oui, mais mais, ben oui, je suis d'accord, là. C'est sûr que quand on a une division avec des équipes qui sont plus proches en termes de talent, on va dire, c'est sûr que c'est plus intéressant que les équipes, que d'autres divisions où on sait déjà c'est qui va finir premier, deuxième, pratiquement. Là. Fait que c'est sûr, ça va être intéressant. Ça va être une course jusqu'à la fin de la saison. Là. Donc, ça rend tout ça plus excitant à suivre, mettons. Là. ouais, écoute, c'est complètement l'inverse de l'Ouest à la nationale. Ouais. Quand on sait pas mal que les Dodgers ont gagné et que les Rockies vont finir bon dernier de cette division-là. C'est vraiment une division aux antipodes, mais bon, on va en parler dans un autre épisode plus tard, d'ici le début de la saison. Mais passons maintenant à la première équipe de cette division. Une équipe qui a tendance à nous surprendre, à sortir un lapin de son chapeau année après année après année. Et je parle bien des Brewers de Milwaukee, qui l'an dernier ont remporté pas moins de 96 matchs, la meilleure équipe des majeurs, alors qu'on s'attendait à un pas de recul après l'échange de plusieurs cadres de cette équipe. Là, cette année, c'est encore un peu le même scénario qui se répète avec la perte de Freddie Peralta et de Caleb Durbin, entre autres. Penses-tu que c'est finalement l'année où est-ce que la magie des Brewers finisse par s'estomper un peu? Là? Ben, j'aurais tendance à dire que oui, là, parce que avec les joueurs qui ont perdu au cours de l'entre-saison, c'est sûr que ça va leur faire mal. Tu sais, j'ai vu les médias les placer même au quatrième rang en division, donc ils donnent, mettons que plusieurs partisans puis plusieurs médias leur donnent pas cher de peau, donc j'aurais tendance à être en accord avec eux autres. C'est comme tu disais, donc je veux dire, ça va être dur de retrouver cette magie-là qu'ils ont réussi à faire dans les dernières saisons, là, mais je pense que quand tu perds tes meilleurs joueurs, là, c'est sûr que ça devient plus difficile. Là, Moi, je m'attends pas à une grosse saison, en tout cas. Écoute, moi, j'aurais tendance à dire ça aussi. Là. Par contre, quatrième, je trouve ça très sévère Ouais. quand Ben, même c'est parce ce que que j'ai lu. Après, bon, ce que je les vois un petit peu plus haut, je dirais pas non plus, mais c'est ça. J'ai vu beaucoup de quatrième place, donc les médias puis les partisans sont assez critiques, je pense. Là. Mhm. Parce qu'en regardant cet alignement-là, il y a quand même des points très positifs. Là. Je pense entre autres à Bryce Terang, qui est un des meilleurs joueurs de deuxième but dans les majeurs. Champ extérieur, Jackson Chourio, qui continue sa belle progression depuis quelques années. Sal Freely, qui est excellent défensivement. Garrett Mitchell, qui est aussi un joueur très rapide, capable de causer du chaos un peu sur les sentiers. Puis, William Contreras, on le sait, c'est l'un des meilleurs receveurs des majeurs. Par contre, là où est-ce qu'il y a des points d'interrogation, c'est du côté des partants. Brendan Woodruff qui va être un peu l'as de cette rotation-là à la suite de la perte de Peralta. C'est un joueur qui est souvent blessé. Il revient d'ailleurs d'un très long séjour sur la liste des blessés. Et derrière lui, c'est beaucoup des jeunes. Jacob Mezorowski et Chad Patrick qui ont commencé l'an dernier, qui ont été vraiment
excellent pour commencer, surtout Mezerowski qui s'est rendu jusqu'au match des étoiles. Ces jeunes enfants-là, est-ce qu'ils vont être capables de garder la cadence, surtout une fois que les frappeurs s'habituent à eux? On parle un peu pour Yesavich, un peu le même scénario avec eux. Ça reste à voir, surtout Mezerowski qui a ralenti en deuxième moitié de saison. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. C'est un peu ça qui va être un peu qui va faire en sorte que la saison passe ou casse du côté des Brewers. Sinon, les jeunes qui vont être chercher, je pense à Brandon Sprout, à Jet Williams, Kyle Harrison. C'est encore une fois des points d'interrogation du côté des Brewers. C'est des paris, ils ont beaucoup de potentiel, mais bon, on ne sait jamais comment ils vont se développer. Beaucoup de si, là, c'est ça l'affaire. Ouais, vas-y. Il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de peut-être, il y a beaucoup de. C'est ça, peut c'est être dur ça. de les placer, là, parce que, tu sais, comme tu parles avec leurs lanceurs qui sont assez jeunes, c'est sûr, ça peut être des up and down. Moi, je pense qu'ils vont. Ben, généralement, ça fait ça, selon moi, là, c'est que ça commence bien, tu sais, le temps que les joueurs au bâton s'habituent aux lanceurs, mais je pense qu'une fois qu'ils vont s'être habitués aux jeunes lanceurs, ça pourrait peut-être être plus difficile, puis c'est là que l'expérience va rentrer, là, donc non, je pense que ça va être intéressant à voir si ils vont être capables de se débrouiller, dans le fond, là. Non, puis oui, effectivement, mais par contre, les Brewers, comme que j'ai dit plus tôt, on en parlait l'an dernier, on en parlait il y a 2 ans, on en parlait il y a 3 ans même. C'est une équipe qui vraiment est capable de surprendre puis avec pas grand-chose. Puis Pat Murphy a fait des miracles l'an dernier et a fait les 2 dernières années. C'est pas pour rien qu'il a remporté le titre de gérant d'année dans la nationale 2 ans de suite. Donc, s'il y a une équipe qui peut me faire mentir, puis qui peut surmonter les attentes, dans le cas c'est les Brewers. Mais ça très hâte de voir ça va être quoi cette équipe-là en 2026 parce que vraiment c'est une équipe qui est assez intrigante. Je peux pas être plus d'accord que toi, là. Ah, parfait. Ça a une saison excitante, là. Ouais, vraiment. Ça va être le fun. Cette division-là, vraiment, va être assez intéressante. Comme que j'ai dit, il n'y a pas vraiment de favoris. Il y a 4 équipes qui peuvent aller remporter la division. Passons maintenant à une autre équipe qui pourrait remporter cette division-là. Je parle des Cubs de Chicago. Les Cubs de Chicago, c'est une équipe que j'apprécie particulièrement, qui avait bien commencé la saison l'an dernier avant de complètement s'effondrer en deuxième moitié de saison. Là, on a perdu Kyle Tucker, qui s'en va avec les Dodgers, comme on sait. C'est une grosse perte. Par contre, les Cubs ont fait quelque chose qu'ils ne font pas habituellement. Ils ont dépensé en allant chercher Alex Bregman sur un contrat pour les 5 prochaines saisons. Penses-tu que cet échange-là de Tucker pour Bregman, ça va être assez pour combler la perte de Tucker? Je pense que oui. Je veux dire, tu sais, Kyle Tucker, je veux dire, c'est un joueur difficile à remplacer. C'est un excellent joueur, là. Je veux dire, c'est un de leurs meilleurs joueurs avec les Cubs. Là, il remplace par un autre excellent joueur. Moi, je pense que oui. Puis, tu sais, avec Pete Armstrong aussi, c'est sûr que ça fera. Tu le remplaces pratiquement par même talent, là, le même. Il va avoir autant. Je pense qu'il va avoir autant d'impact, en fait, que Kyle Tucker. Ouais. Le fait qu'il ait réussi à aller le chercher, ça leur fera pas trop mal. Ça reste que les Cubs restent dans les favoris pour finir premier dans la centrale. C'est sûr, ça va faire mal de perdre, que ça fait mal de perdre Kyle Tucker, mais le fait qu'il ait réussi à aller chercher un joueur, je pense ça va être ils vont être corrects, là. Ils vont survivre.
Ouais, écoute, je pense que oui, Tucker, c'est une grosse perte, mais tu sais, Bregman, c'est pas non plus un 2 de pique, là. Non. C'est un excellent joueur, un joueur très constant, surtout Mm. dans les dernières années, là. Et l'an dernier, avec les Red Sox, avait été c'est pas une excellente saison, il- mais surtout très bien fini l'année. Et c'est un leader. Là. En série, il y a eu d'excellentes performances avec les Astros à l'époque. Puis c'est le genre de joueur que tu veux dans ton vestiaire, surtout quand c'est une jeune équipe comme les Cubs qui ont plus ou moins vécu les séries. Évidemment, bon, avec les Chris Bryant, les Baez et tout ça à l'époque, sont rendus loin, mais cette génération-là, cette équipe-là, à part les quelques matchs qu'ils ont eu l'an dernier là, en série de wildcard et après ça en série de division contre les Brewers. C'est le genre de vétéran qui va venir aider un peu la chambre pour reprendre une expression de hockey. Mais en regardant l'alignement des Cubs, c'est sensiblement la même équipe que l'an dernier, outre Tucker et Bregman, du côté des lanceurs, pas mal. Tout le monde revient avec l'ajout surtout de Edward Cabrera, qui était avec les Marlins, l'un des partants les plus estimés des majeurs, devrait être parmi les cadres de cette rotation-là des Cubs. Ça risque d'être très intéressant à suivre parce que c'est regardant cette rotation-là, c'est cinq lanceurs, même six, avec le retour de Justin Steele. Six lanceurs qui peuvent te donner des départs de qualité sans problème. Donc, je pense que je suis vraiment prêt à dire que c'est une des meilleures rotations dans la nationale. Donc, ça va être très. Les cas vont être dangereux, Mm-hmm. je pense. Mais du côté des releveurs, par contre, c'est là un peu qu'il y a une boblesse. Drew Pomeranz, qui avait été excellent à son retour au jeu l'an dernier, je pense, n'a pas accordé un point mérité en une trentaine, non, plus que ça, une cinquantaine de manches de travail cette saison, la saison dernière. Il s'en va avec les Angels. C'est une grosse perte dans le bullpen. Mais outre que ça, c'est une équipe qui vraiment va s'améliorer. Mais la clé, c'est la constance du côté des Cubs. Parce que l'an passé, PCA, Pete Armstrong, la première moitié de saison, était l'un des meilleurs joueurs dans la salle. On le voyait parmi les favoris pour le titre de MVP au même titre qu'Otani. Avait 25 circuits, 75 points produits, une WRC Plus de 131, une OPS de quasiment 900. Après le match d'étoiles, ça a été une sauce histoire. Un des pires frappeurs des majeurs. Laurie, quel visage de PCA qu'on devrait voir cette saison? Ben là, j'espère qu'on va voir le visage de début de saison. Parce que sinon, sinon, les Cubs vont être mal pris. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il est quand même assez jeune encore. Là. Il a seulement 23 ans. Là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais je pense que le fait qu'il y ait eu un petit peu plus de misère dans la deuxième moitié de saison, ça fait qu'il a pris de l'expérience. Puis que cette saison, si ça lui réarrive, l'expérience qu'il a eue l'année passée, il va pouvoir s'en servir pour s'en sortir plus rapidement cette saison. Mais c'est sûr que je m'attends à une grosse saison de sa part, puis je m'attends à ce qu'il soit plus je cherche le mot, qu'il soit plus constant. Voilà, Constant, ouais. plus constant. Je m'attends à ce qu'il soit plus constant parce que je pense justement que la saison dernière, ça va lui servir de tremplin et d'expérience pour les prochaines saisons. Puis aussi, c'est ça. Comme j'ai dit, il a seulement 23 ans. Fait que, oui, il y a de la pression parce qu'il a montré qu'il était capable de performer dans la ligue. Mais aussi, à un moment donné, avec les saisons qui avancent, on s'attend aussi à ce qu'il devienne
important puis que la constance vienne. Là. Mais oui, je m'attends à ce que on voit le PCA de la première moitié de saison de 2025. Moi, je m'attends un peu à une certaine régression offensive du côté de PCA. Oui, défensivement, le gant va être ça. C'est pendant des années. La vitesse va être ça également sur les sentiers. Par contre, je pense qu'en début de saison, l'an dernier, il a clairement performé au-delà de son talent. Je pense pas que ça va être aussi terrible qu'en deuxième moitié de saison, mais je pense que le juste milieu, c'est à peu près ça, le vrai PCA, selon moi. Ce qui est pas mauvais, on s'entend. Là. Ouais. Mais genre, pourquoi que... Ben, quel signe, mettons, qui te fait qui disait ça, mettons? Tu voyais surtout c'est pas quelqu'un qui est patient, qui prend beaucoup qui prend beaucoup de buts sur balle, c'est un frappeur qui aime ça attaquer des lanceurs dès le départ. Puis ça, il a tendance à se mettre à devoir travailler un peu de l'arrière à chacun de ses présences au bâton. Fait que ça, c'est des signes que oui, il peut avoir travaillé là-dessus lors de l'entre-saison. Mais c'est la jeunesse. C'est-tu la ouais, jeunesse qui joue contre lui, je pense que ça peut-être? vient un peu avec la jeunesse, mais je pense que c'est une caractéristique qui, justement, va pas aider pour la suite des choses. Pardon. Et également, tu regardes un peu son côté de. Il y avait aussi un peu un côté chanceux en première moitié de saison, là, en regardant sa bas-pipe. Non, ça fit, je veux dire, son, sa batting, son moyen au bâton attendu là, était beaucoup plus basse en première moitié de saison de ce qu'elle était. Donc, je pense qu'il y a un certain retour à la normale en deuxième moitié de saison qui a vraiment pas qui a vraiment nuit. Mais ça, je pense que comme j'ai dit, un peu un entre-deux du côté de PCA. C'est ce qu'on devrait voir en 2026. Ce qui est quand même un excellent PCA en tant que tel. J'enlève rien. Ouais. Mais du côté des Cubs, c'est vraiment un élément qui est redoutable parce que même en perdant Tucker, t'as Suzuki qui retourne au champ extérieur après avoir été frappeur désigné pas mal toute la saison dernière. En fait, se partageait un peu avec le rôle avec Tucker. Et en regardant les prévisions de Fangraphs cette saison pour l'alignement des Cubs, on voit que cette ligne pourrait être entre Moises Ballesteros, qui a eu une petite tasse de café derrière la main pour les Cubs, et Suzuki, qui vont se partager un peu le poste de frappeur désigné pour les Cubs. Sinon, Ionap revient après une très bonne saison. Dansby Swanson, on le sait, offensivement, c'est pas le meilleur, mais c'est un gars doré à l'aréco. Même chose pour Nico Horner et au premier but, Michael Bush qui devrait continuer à faire ce qu'il faisait. En fait, son explosion en 2024 a continué en 2025 et je m'attends à ce qu'il poursuive cette progression-là cette année. Par contre, la question du côté des Cubs, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec Matcha, avec l'arrivée de Bregman, son truc. Avec Matcha? Qu'est-ce qu'ils vont faire vu que Bregman est arrivé? OK. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est une bonne question. Tu sais, je veux dire... Parce que Bregman, c'est un des meilleurs joueurs de la centrale. Ouais. Donc,
C'est sûr qu'avec avec son arrivée, ça va enlever du temps de. Ben, il ne sera pas au 3e but, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Après, au bâton, je veux dire, à quel point ils ont besoin de. Je veux dire, c'est sûr, son temps de jeu, il sera pas au 3e but, là, ça c'est clair. Après, je veux dire, il va falloir quelqu'un qui va avoir. Ben, est-ce qu'il joue ailleurs, dans le fond? Ou c'est seulement le 3e but il qui. pourrait, Il peut être. il pourrait l'essayer au premier but, mais c'est pas mal le poste à Michael Bush, peut-être comme frappeur désigné. Ben, c'est ça, j'allais dire, il pourrait peut-être être frappeur désigné. Ouais. Mais tu sais, à quel point c'est peut-être des blessures aussi qui vont le faire rentrer dans l'alignement, mais en même temps, peut-être plus frappeur désigné ou bien, comme tu dis, premier but, vu que Bregman, il est pas mal solidifié, il est pas mal. Ben, ils sont pas ses 3e but, puis tu l'enlèves pas de là. Mais c'est sûr que son rôle va être moindre, je pense, que l'année dernière. Mais ouais, je pense en venir avec les blessures, ou bien un rôle. C'est sûr, ça va être un rôle différent, ça c'est clair. Mais ouais, peut-être frappeur désigné. Je vois ça parce que, comme tu dis, Michael Bush, il est pas mal solide au premier but, à moins qu'il y ait des blessures. Ça va être un rôle différent, mais soit un frappeur désigné ou bien des blessures qui vont faire qu'il va pouvoir rentrer en alignement. Moi, honnêtement, être les Cubs, ben oui, comme frappeur désigné, je dirais que c'est pas mal le seul poste qui n'a pas vraiment un titulaire incontesté dans cet alignement-là. Mais moi, je serais pas surpris qu'il échange en cours de route, peut-être au deadline, parce que c'est quand même un excellent prospect. Seulement 24 ans encore, choix de première ronde en 2023. Donc, vraiment, il est encore très jeune. Puis ça pourrait certainement intéresser une équipe qui est plus en reconstruction pour ça a besoin d'aller chercher la pièce manquante qui va te permettre de battre les Dodgers et de compétitionner avec l'élite de la nationale et des majeurs. Je ne serais pas surpris qu'il soit un peu celui qui est sacrifié dans cette équipe-là. Non, je suis d'accord, là, parce que c'est ça, il faut qu'ils aillent chercher le maximum de valeur qu'ils peuvent aller chercher. Puis non, c'est sûr que je la garderai pas trop longtemps, à moins qu'il y ait des blessures, là, mais mettons que tout va bien, puis que l'alignement est pas mal seté, puis ça bouge pas vraiment. C'est sûr que j'attendrai pas trop longtemps avant d'échanger pour maximiser au maximum sa valeur. C'est ça, parce que ça reste un bon choix puis un excellent joueur. Donc, écoute, on dit ça, puis le lendemain de la transaction, Bregman va être out pour la ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout le temps les risques. Ça arrive, hein, souvent, là, que ça joue contre les équipes, que d'un coup, 2-3 matchs plus tard. Ça tu te retrouves avec un beau problème. Ouais, non, ça, c'est sûr. Mais ouais, les cas vont être à surveiller cette saison. Ils devraient remporter la division, mais ça risque d'être très serré. Vraiment une course qui s'enligne pour être très intéressante dans la centrale. Avais-tu autre chose à dire sur les occupants de Wrigley? On a pas mal fait le tour, je pense. On a pas mal fait le tour. Bon, parfait. Passons maintenant à une autre équipe. En fait, il va falloir qui peut aller remporter cette division-là. Les Reds de Cincinnati qui se sont faufilés en série l'an dernier au dépens des Mets suite à un excellent mois de septembre. Et il n'y a pas vraiment de départ marquant dans cette équipe comparativement à l'an dernier. Je dirais même qu'il y a des ajouts notables avec Eugenio Suarez qui fait un retour à Cincinnati, lui qui a déjà frappé 49 circuits plutôt en 2019 et qui revient d'une autre saison de 49 circuits avec les Diamondbacks et les Mariners l'an dernier. Penses-tu que c'est un peu la pièce manquante pour les Mariners qui prennent ce prochain niveau-là?
Ben, pour vrai, c'est sûr, ça fera pas mal, ça c'est clair. Avec le nombre de circuits qu'il est capable de faire à chaque saison, c'est sûr que ben, ça va aider l'équipe. Moi, je les vois là. Je peux les voir là dans le top. Ben là, c'est dur un peu avec les Cubs. Mais tu sais, je les vois en top 3, top 2. En tout cas, pour se faufiler dans les séries, je peux les voir avec cette acquisition-là de Suarez parce que ça reste, c'est un joueur avec de l'expérience qui marque, qui fait beaucoup de circuits. Je veux dire, des joueurs comme ça qui font constamment des circuits, ben, qui sont constants dans le nombre de circuits qu'ils font par saison. Je veux dire, ça ne court pas les rues non plus. Là. Donc non, je pense que cette acquisition-là pourrait permettre aux Reds de connaître une bonne saison. Là. Moi, ce qui me fait hésiter un peu du côté des Reds, c'est la blessure de Hunter Green, le recenseur qui va être hors d'action jusqu'au match des étoiles. C'est très longtemps sans un lanceur élite de sa trempe. Moi, je pense que ça vient un peu tuer leur chance de série, surtout que la course, non seulement pour la division, mais pour l'ensemble de la nationale, pour ces ces trois spots de wildcard, va être extrêmement serré. Là, tu regardes dans les autres divisions, tu as celui qui gagne pas la division entre les Phillies et les Mets et les Braves. Déjà là, c'est deux postes qui devraient être partis. Tu as les Padres qui devraient essentiellement faire série aussi. Et même dans cette division-là, les Brewers peuvent très bien nous surprendre. Même chose pour les Giants. Donc, ça va être extrêmement difficile. Et de perdre un très bon lanceur comme Hunter Green, ça fait très mal. Par contre, la rotation, quand même, c'est rien. C'est quand même excellent. Brady Singer, Andrew Abbott ont connu d'excellentes saisons l'an dernier. Même chose pour Nick Lodolo. Et ben, c'est une chance pour les jeunes, surtout, je pense à Rhett Lauder et Chase Burns, deux excellents espoirs du côté des Reds. De montrer ce qu'ils sont capables, c'est une bonne opportunité. Parce que cette rotation-là, en santé, et théoriquement, pourrait être une des meilleures dans le national, aussi avec celle des Cubs et des Dodgers. C'est encore une fois 5-6 partants qui, bon, tu sais, oui, t'as deux points d'interrogation avec Lauder et Burns, mais t'as au moins 4 partants qui peuvent te donner un départ de qualité et qui peuvent te donner un bon 4-5 manches solides avant de passer au bullpen. Je sais pas ce que tu en penses. Ben oui, ben c'est ça, je regardais là, justement ce que tu disais, là, leur alignement et tout. Là. Mais tu sais, je veux dire, je pense que s'ils peuvent tous se rallier en groupe ensemble, même si ils sont tout seuls, sur le monde, là, mais s'ils peuvent tous se rallier ensemble puis comme ça booster pour dire OK, on donne tout ce qu'on a jusqu'à temps que Green revienne. Pas qu'après ça, la dureté du mental. Ouais, c'est ça. Pas qu'on chill quand il arrive, mais tu sais, juste genre, on donne tout, on sait qu'il revient. On brave la tempête un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Tu sais, ils ont un bon groupe de lanceurs en rotation. Donc, je veux dire, ça va être intéressant de suivre puis de voir s'ils sont capables, comme tu dis, de braver la tempête, mais j'ai confiance. Puis ça va être bon aussi de voir, comme tu dis, les deux jeunes lanceurs, là, Chase Burns, puis j'ai oublié son nom de l'autre. Rhett Lauder. Ah ouais, voilà. Les deux, ça va être intéressant de voir comment ils peuvent se débrouiller. Puis, tu sais, avec Green qui n'est pas là, ça leur donne une opportunité de montrer ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est sûr que pour eux puis pour l'équipe, ça peut être intéressant. Là. Ben, ça sera certainement une saison intrigante du côté des Reds. Mais bon, les séries, selon moi,
c'est loin d'être fait, là. Non, ça c'est sûr, ouais. Pour cette équipe-là. Passons maintenant aux Cards. Oui, on en parlait un peu. Je pense que c'est lors du premier épisode. Gros ménage du côté des Cards. Nolan Arenado est parti en Arizona. Brandon Oven est parti à Seattle. Sonny Gray et William Contreras sont également partis du côté de Boston. Je dis William. Je veux dire Wilson Contreras qui a quitté. C'est quoi tes attentes un peu pour les Cardinals? Parce que c'est rare de les... Personnellement, je les ai jamais vus être en bas. Je les ai jamais prédits être en bas de 500 dans ma vie de fan de baseball. Ah, mais ça va peut-être changer, Ouais, non, hein, c'est ça. cette saison. Mais ouais, parce que si tu viens de les nommer, tous les joueurs qui viennent de partir, je veux dire, ça va être dur. Puis là, ils n'ont pas, je veux dire, les joueurs qui ont re-signé ou qui ont signé pour revenir compenser ces pertes-là, je veux dire, ben, il n'y en a pas beaucoup, en fait, là. Tu sais, je vois un peu, c'est... Non, mais c'est beaucoup des jeunes, surtout. Là. Ouais, ben, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, ça va être bien de voir les jeunes, ça, c'est clair, là. Moi, je l'ai dit un peu dans le dernier épisode, moi, j'aime tout le temps voir les jeunes parce que ben, ça fait différent, puis on sait pas tout à fait comment ils jouent. On sait s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont eu du succès dans le 3, donc c'est de voir après ça s'ils peuvent répéter ce succès-là dans la MLB. Fait que moi, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir observer les jeunes jouer. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça va être intéressant, mais tu sais, encore là, c'est des jeunes, donc c'est tout le temps des up and down, de s'ajuster à la vélocité des lanceurs aussi, parce que ça tire beaucoup plus fort que dans le 3A. Donc, tu sais, il y a cette adaptation-là aussi qui va avoir. Fait que, tu sais, je les vois pas ben haut. Mais en même temps, ça reste, je pense, que ça va être quand même une équipe quand même peut-être excitante avec les jeunes. Peut-être qu'il y en a un qui va ressortir du lot, qui va connaître la saison de sa vie. Tu sais, on ne sait pas. Mais je veux dire, non, je les vois pas. Je les vois pas très haut, mettons. En bas de 500, là, je pense. Ouais, je pense que ça s'enligne pas mal C'est réaliste pour eux. Mais tu parles justement d'un jeune qui pourrait sortir du lot. Il y en a déjà un qui ressort du lot, un jeune de 23 ans, J.J. Wetterholt, qui devrait jouer au deuxième but du côté des Cards cette saison. C'était l'un des meilleurs espoirs du baseball et devrait être dans la course pour le titre de recrue d'année. Je sais qu'il est encore très tôt pour ça. Puis s'il y a bien une course qui dévie des attentes de pré-saison, c'est celle-là. Mais il fait partie des favoris pour ce trophée-là avec Connor Griffin des Pirates qu'on va parler prochainement. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Wetterholt, il a connu une très bonne saison dans les mineurs l'an dernier. Pas moins de 17 circuits, 82 points produits également, une moyenne au bâton de au-dessus de 300 l'an dernier là, dans le 2A et le 3A à travers ces deux niveaux. Bon, le camp, c'est un peu plus difficile dernièrement. Nos pièces ben quand même 920 nos pièces. Ben, c'est ça, j'aurais dit, j'ai lu qu'elle avait bien ouais, non, c'est ça. C'est parce qu'en regardant la moyenne au bâton, c'est comme 240, c'est pas fameux, mais finalement, au-dessus de 900 d'OPS, 150, ça WRC+, au camp d'entraînement, seulement 23 ans, devrait être un peu parmi ces lueurs d'espoir pour les partisans des Cards. Et du côté, et sinon, ailleurs dans l'alignement, il y a également Victor Scott de second et Mason Wynn qui, eux, ont débuté dans les dernières années, mais qui devraient vraiment avoir l'opportunité de monter leur jeu de quelques crans cette saison. Là. C'est une saison qui est vraiment sans attente du côté des Cardinals. Donc, très hâte de voir ce qu'ils vont faire également.
En terminant, il y a un autre espoir qui est un peu sur sa dernière chance chez les Cardinals. C'est Jordan Walker. Avait connu un passage très difficile dans la MLB ces dernières années. Surtout la saison dernière. Une WRC Plus de 66, une moyenne de 215, à peine, en fait, même pas 600 d'OPS du côté de Walker. Donc, saison très difficile. Et même là, son camp d'entraînement, c'est loin d'être fameux. Frappe même pas pour 500 d'OPS, même chose. Et le taux de rétro-bâton de haut de 33%, 34,4% pour être plus précis, au camp d'entraînement, c'est extrêmement difficile pour sa part. Cette saison, c'est lui qui est un peu à sa dernière chance dans les majeures. Donc, très hâte de suivre. En fait, de suivre son développement, parce que c'était un des meilleurs espoirs dans les majeurs il y a quelques années. Là, je remonte à 2022-2021. C'est un espoir surveillé. Donc, c'est plate d'avoir des espoirs, que tu avais d'énormes attentes. Oui. Même quand c'est pas ton club, puis de voir que ça se passe pas très bien. Je sais que tu as sûrement vécu ça avec Volpi dernièrement. J'ai encore C'est espoir. encore espoir. Écoute. Le mini-espoir encore. Pour moi. Non, mais t'as raison, c'était pas fameux l'année passée. Là. C'était pas fameux. Non. Ils sont encore jeunes, là. Faut leur donner ouais, c'est ça. Juste 23 un ans. an, là. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si c'était fini. On espère encore. Mais c'est ça, ça commence à être un peu sa dernière chance. Ouais. Mais parce qu'avec tous les jeunes aussi qui poussent dans l'équipe. Oui. Attends, on parle bien encore de Walker, là, pas de Volpi. Ouais, Walker, excuse, ouais. Ouais, pour Walker, avec tous les jeunes qui poussent, non, c'est... à un moment donné, il va falloir que l'équipe prenne une décision ou que lui décide de... Ben, pas décide, là, c'est pas... Mais tu sais, qui joue mieux. Puis si je me trompe pas, je pense que les Cardinals ont aussi un choix très haut cette année au prochain repêchage. Donc, ça risque d'être très... non, 13e overall. Bon, c'est pas c'est pas très haut, mais tu sais, s'il y a un sport où est-ce que le repêchage n'est pas vraiment basé sur le talent, puis que ça veut pas dire que tu es repêché haut, que tu vas avoir une bonne carrière, c'est le baseball. Donc, c'est ça. Je pense que 13e show au total, ils peuvent aller chercher un petit diamant cette année. Donc, ça, vraiment, tu as dit, les jeunes qui poussent, ça va être une année d'évaluation du côté Cardinals. Vraiment voir ce que tu as, voir qu'est-ce qui vaut la peine d'être gardé pour construire autour de ce noyau que tu veux pour le futur. Puis, sortir le reste. En parlant du reste, je pense entre autres à Alec Burleson au premier but, là, qui devrait quitter, selon moi, devrait être une pièce très en demande au deadline. Parce que Walker vaut quelque chose? Ben, comme c'est là, je m'attendrais plus à ce qu'il se fasse libérer prochainement, puisque d'autres choses. C'est pas vraiment une monnaie d'échange. Ouais, je pense pas vraiment qu'il peut aller chercher grand-chose. Tant qu'à ça, mais tu sais, on sait jamais. On en a vu des joueurs qu'on avait complètement. Il peut aussi super bien jouer, puis il peut peut-être en exactement, tu sais, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est Jurickson Pro. En fait, non, c'est pas tellement un bon exemple, parce que Jurickson Profar, on l'a vu, hein, c'est se doper probablement, mais c'est des joueurs qui sortent un peu de nulle part après avoir c'est ça, après avoir connu un début de carrière décevant, il y en a eu plusieurs. C'est pas terminé pour lui quand même. Sauf que je lui conseille pas de suivre les conseils de Jurickson Profar. Non, c'est ça. Pour ceux, je sais qu'on n'a pas parlé plus tôt, mais pour ceux qui ne savent pas, va être suspendu pour la saison
au complet avec les Braves pour une deuxième. Pour avoir enfin l'antidopage pour une deuxième fois. Donc, vraiment pas une bonne période dans sa carrière là, pour Profar. Bon, passons maintenant. Pour une fois, j'ai envie de parler d'eux. Les Pirates de Pittsburgh. Bon, on sait Paul Skeens qui va être à surveiller avec les Pirates, évidemment. L'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur lanceur du baseball. Ben, pour une fois, les Pirates ils ont donné quelque chose autour en allant chercher plusieurs joueurs cet été. Là. Je pense notamment à Marcel Ozuna, Ryan O'Hearn, également Brandon Lowe qui va venir s'ajouter à cette attaque-là. Avec la pire attaque des majeurs l'an dernier, pense que ces acquisitions-là, c'est un peu la lumière au bout du tunnel là, pour les Pirates. Moi, je pense que oui. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu sortes aussi des bas-fonds. Là. Puis là, en plus, ils ont un des meilleurs lanceurs du baseball. Là. Fait que, tu sais, faut qu'ils en profitent. Là. Donc, non, je pense qu'avec les ajouts qu'ils ont faits, avec Skeens qui est là, je veux dire, c'est sûr qu'ils vont connaître une meilleure saison que l'année dernière, ça c'est sûr. Mais tout est permis. Là. Je veux dire, avec le meilleur lanceur, c'est sûr que tu peux pas aller. Tu peux pas aller bien bas, là, mais. Ben, écoute, l'an dernier, c'est encore surprenant là, ce qu'on fait. Là. Ben, ouais. Non, je suis d'accord. Ben, il n'y avait pas vraiment les munitions non plus en attaque. Là, là ils en ont déjà un petit peu plus que l'année passée. Là. Mais c'est quand même 71 victoires l'an dernier. Je comprends que l'attaque est pas parfaite. Mais tu peux pas aller plus bas que ça. Vraiment cette saison. Puis je pense que au-delà de Skeens, même, la rotation est quand même assez intéressante. Bon, Mitch Keller qui sera encore là, mais surtout le jeune Bubba Chandler qui devrait faire partie de cette rotation-là. L'un des meilleurs espoirs du côté des lanceurs des Pirates. Même chose pour Jared Jones quand il va revenir de blessure. Donc, vraiment, je pense qu'il commence enfin à construire quelque chose d'intéressant du côté de Pittsburgh. Mais j'en parlais plus tôt. Là. Connor Griffin, ça va être vraiment le joueur à surveiller du côté des Pirates. 19 ans seulement de jeune. Et c'est l'un des meilleurs. C'est pas le meilleur espoir dans les majeurs. Là. Il connaît un camp absolument incroyable pour son âge. Une 110 de WRC+. Et là, quand je parle de WRC+, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Là. Dans le fond, ça calcule la valeur d'un joueur offensivement comparativement à la moyenne des majeurs. Là. 100, c'est la moyenne. Donc, il est 10% meilleur que les joueurs au camp d'entraînement cette saison. Oui, ça. Déjà 4 circuits également en une quinzaine de matchs de camp d'entraînement. Donc, devrait être, selon moi, l'arrêt-court partant du côté des Pirates. Mais également, au-delà de lui, bon, je parlais des acquisitions de Ozuna, de Brandon Lowe, qui sont connus pour frapper circuit après circuit. Bon, défensivement, c'est une autre histoire. Mais qui vont s'ajouter à O'Neal Cruz, qui lui aussi est très bon offensivement, même s'il n'a pas connu une saison incroyable l'an dernier. Penses-tu que les Pirates peuvent espérer les séries? Ça va être ça la fesse, là, je pense. Ben, c'est parce que je veux pas dire non, parce que
Ice Kings, je veux dire, tout peut genre arriver. Là. Puis là, en plus, avec leur acquisition offensive, là, c'est sûr que ça va aider. Moi, c'est sûr que je voudrais voir un Skins en séries éliminatoires. Fait que, tu sais, en tant que partisane, j'aimerais ça, puis je te dirais oui. Après ça, est-ce que ça risque d'arriver? C'est parce qu'avec la qualité d'équipe qui sont devant eux, c'est un peu difficile, là. Ça va être dur. Je pense que ça va être, comme j'ai dit, sans fesse. Mais, écoute, je dirais pas non à voir Pittsburgh en série, mais est-ce que ça va arriver? J'ai des doutes. Peut-être pas cette saison. Peut-être l'année prochaine, s'ils vont chercher d'autres joueurs, peut-être, pour aider encore plus. Parce que je pense qu'ils ont déjà une bonne rotation. Là. C'est sûr qu'avec Skin, tu peux pas aller bien. J'en ai une bonne pour toi. Oui, vas-y donc. Si les Pirates vont nulle part encore cette année, mais ce qui pourrait arriver aussi, est-ce que Paul Skin s'en va? Ouh! Et il s'en irait où? Ok, là, Paul Skin, qui est-tu sur sa dernière. C'est quoi son contrat? Je pense qu'il est encore son contrat recru, mais il est admissible à l'arbitrage, je pense, après cette saison. Puis sachant que les Pirates ne sont pas nécessairement le joueur, l'équipe en fait qui dépense le plus, puis Paskins va sûrement demander très cher en arbitrage, sûrement au-delà de ce que Scooball a reçu cette année. Ça devrait coûter quand même très cher aux Pirates. Écoute, je pense que ça va dépendre de comment que Pittsburgh va se débrouiller cette année. Si ça va bien, qu'ils sont top 2, top 3, puis que là, tout le monde joue à leur max qu'ils peuvent jouer, ils pourraient. Ben, c'est parce que ça dépend aussi si Skin est heureux ou pas, là, mais je veux dire, la dernière saison, ça a été assez difficile, fait que c'est sûr que je pense qu'il veut peut-être partir aussi. Fait que, je dirais. Tu le vois aussi, non seulement avec les États-Unis, mais en général, ce gars-là, il aime pas ça perdre. C'est un winner. Non, c'est clair, là, ouais. Tu sais, je pense que ils n'auront pas une. Ils vont avoir une meilleure saison que l'année dernière, mais je suis pas sûre que ça va au point que Skin va dire « Ah oui, je veux signer avec vous », tu sais. Fait que, bon, je pense qu'il va partir. Là, où qu'il va partir, ça, c'est une bonne question. Puis là, on s'entend, s'il part, le retour va être astronomique. Là. Ça va être plus gros que Juan Soto il y a quelques années. Là. Ça va être big, là. Puis tu sais, là, je veux pas qu'il y ait des mêmes équipes. Je veux pas qu'il y ait avec les Dodgers. Là, les Dodgers, ils ont assez de joueurs, c'est assez. Là, avec qui? Ben, je veux dire... ça, c'est dur. Là, je voulais pas parler en tant que partisane. Là, je veux pas dire les Yankees. C'est correct, mais tu sais, ça va coûter cher. Là, genre, ça va coûter extrêmement cher. Fait que, à quel point je le veux. C'est Yankees, c'est au moins Spencer Jones, George Lombard. Ce retour, ça commence avec ça. Là. C'est ça. Puis c'est ça que je suis comme moins sûre parce que je veux dire, je veux pas donner je veux pas non plus donner toutes mes prospects non plus. Là. Fait que, parce que surtout Jones, là, Jones, j'ai bien hâte de le voir. Mais oui, je pense qu'il va être échangé. Ben, échangé. Je pense qu'il va partir. Le retour va être trop gros. Ben, gros. Très gros. Laquelle équipe qui va aller, ça, c'est une excellente question. Puis je ne sais pas trop. En fait, ça va être une équipe qui va juste être prête à payer. Là, ouais, écoute, c'est difficile un peu de prédire ça. Je me rappelle, j'avais essayé quand Juan Soto était sur le marché en 2022. Là, puis j'étais comme, bon, qui c'est qui a le capital d'espoir à donner pour Soto? Là, c'est très difficile. Puis qui pourrait aussi payer son contrat. Regarde, moi, j'ai juste une demande, juste pas les Dodgers. C'est ma seule demande. Après ça, il parlait n'importe quoi. Écoute, je pense que toute la planète entière du baseball, à part les fans Dodgers, ça dit ça aussi.
Parce qu'à un moment donné, c'est beau, là. Ouais, maintenant, on a compris, là. On a compris qu'ils ont tous les joueurs, là. Ah, c'est ça. Écoute, ça ferait changement, mais c'est ça. Ça va être très difficile de voir pour la suite des choses du côté des Pirates. Hein. Mais pour revenir sur cette équipe actuelle de 2026, l'un des points d'interrogation, selon moi, ça va être la défense du champ extérieur. Parce que tu as 4 candidats au poste de frappeur désigné. Tu n'en as seulement qu'un poste de frappeur désigné. Ozuna, Reynolds, Cruz et O'Hearn. Bon, O'Hearn, défensivement, c'est déjà mieux que les deux autres. Reynolds, bon, c'est plus le joueur qui était. Puis Onion Cruz, oui, c'est amélioré, mais c'est quand même assez difficile au champ-centre. Ozuna, je pense que tout le monde se rappelle ce qu'il avait fait à Saint-Louis. Quand la fois qu'il avait sauté sur le mur pour que finalement la balle tombe 3 pieds devant lui. Défensivement, tu ne veux pas dans ton alignement, surtout à l'âge qui est rendu. Donc, je pense que ça va être assez suspect cette année. Ça va être surtout en tant que partisan, en tant que quelqu'un qui n'est pas partisan des Pirates, ça va être surtout très drôle à voir dans les bloopers du mois. De voir les joueurs. Ouais, de voir les votes du corps des Pirates, ça risque d'être assez bon. Tu mets du Benny Hill par-dessus, puis t'as un petit quelque chose. Mais ouais, bon, du côté des Pirates, ça devrait s'améliorer, mais je pense pas que ça va être au niveau de faire série. Ouais. Avant qu'on termine et qu'on embarque sur nos prédictions du classement, ce soir, c'est la finale de la Classique mondiale de baseball entre les États-Unis et le Venezuela. Bon, quand vous allez écouter l'épisode mercredi ou plus tard cette semaine, la finale va être déjà jouée, donc vous allez pouvoir nous dire si on se trompait ou non. Mais rapidement, ta prédiction? Écoute, j'ai une petite dent contre les États-Unis en ce moment. Puis je sais qu'au début, quand l'épisode qu'on a parlé de la WBC, j'avais dit que les États-Unis allaient gagner. Mais là, tout le long du tournoi, les États-Unis, ben, ils m'ont fait souffler un peu. Fait que je dois aller vers le Venezuela parce que ouais, j'irai pas une deuxième fois pour les États-Unis, mais écoute, ça va être une finale intéressante, une finale on n'avait pas prédit, hein, je pense. Non, Est-ce que y a-t-il quelqu'un qui avait prédit Venezuela en finale? non, je pense pas. Non, hein? Mais écoute, c'est un peu l'équipe Cendrillon, fait que moi, je vais y aller pour cette équipe-là. Puis on va mettre dans les États-Unis, c'est beau, là. C'est assez. Ils gagnent tout en ce moment, là. Non, c'est ça, je comprends. Mais. Ils gagnent tous les sports, là. C'est beau, là. C'est comme les Dodgers, tu sais. Faut aller sur aux autres. Ouais, Mais... c'est ça. non, mais Ouais. je suis d'accord avec toi. Les Américains, je pense qu'ils sont arrivés dans ce moment-là beaucoup trop complaisants. Ils ont pas vraiment dominé leur match. Ils ont gagné par un peu, je dirais pas la peau des fesses, parce qu'il y a quand même eu des bonnes performances dans certains matchs, mais c'est vraiment pas les Avengers. Comme on dit en début de tournoi. Je pense qu'ils sont quand même assez chanceux de se rendre en finale. Mais on s'entend que s'il y a un sport où est-ce qu'il faut que tu sois chanceux pour gagner, c'est le baseball. Donc, je suis d'accord. Les Américains, les Américains méritent pas tant la victoire du côté du Venezuela. Ça serait le fun. Ils n'ont jamais gagné. Ils n'ont jamais rendu en finale. C'est pas un pays non plus qui sort de nulle part. Il y a d'excellents joueurs. On en parlait dans l'épisode de prévision du tournoi. Là. Des Acuna, des Contreras, Jackson Chourio également. Donc, c'est pas comme ça avait été l'Italie, par exemple, qui a été, selon moi, l'équipe Cendrillon. On va en parler plus tard du tournoi en général. Mais selon moi, je pense que ceux-ci vont gagner à contre-cœur un peu. Je sais que je dis ça. Mais je m'attends à une victoire des États-Unis, mais ça va être un match vraiment serré qui va se jouer jusqu'à la fin. Comme on a vu un peu hier entre Venezuela et l'Italie.
Non, je suis bien d'accord. Je suis d'accord, tu sais, je dis le Venezuela, mais tu sais, en même temps, je serais vraiment pas surprise d'avoir les États-Unis l'emporter, mais comme j'ai dit, je peux pas y aller une deuxième C'est fois pour ça. les Écoute, États-Unis. tu vas plus avec le cœur que Je vais avec le cœur, pas avec la tête. exactement. Bon. Écoutez, on va voir un peu ça va être quoi ce résultat-là. On va en parler surtout plus tard cette semaine ou au début de la semaine prochaine. On va faire un retour sur ce tournoi-là avant le début de la saison. Là. Inquiétez-vous pas. Donc, ça a été un bon tournoi quand même. Mais bon, on va en discuter plus en long et en large plus tard. Terminons maintenant l'épisode avec nos projections du classement. Nos prédictions de Laurie. Je vais te laisser commencer, les dames d'abord. Yes. Écoute, j'irai en premier. J'irai avec les Cubs, qui pour finir premier. C'est quand même difficile cette division-là. Hein? Ouais, pas facile. Je pense que c'est les Cubs, puis pourquoi pas les Reds aussi. OK. Écoute, j'aime ça aller un peu différent, là. Est-ce que tu vois les Brewers aussi bas que quatrième? Ben non, je les mettais troisième, en fait. Les Brewers, voyons, Seigneur. Milwaukee. Ouais, troisième. Pirates, quatrième. Puis les Cardinals, cinquième. Peut-être tu vois dans ma face, je suis pas super sûre, Ouais, mais non, on va y aller avec c'est ça. son point d'hésitation. Hein. Mais C'est comme un peu dur de les placer, là, parce que c'est ça, comme on a dit au début, c'est vraiment non, ça. c'est une division vraiment que division tout le monde peut difficile, là. l'emporter. Moi, de mon côté, Ouais. je vais y aller avec les Cubs qui l'emportent. Je pense que c'est un peu les favoris, mais c'est c'est tellement serré. Après ça, j'irai avec les Brewers. Je pense que ça va être plus en raison de la perte des Reds que le fait que les Brewers vont être extrêmement compétitifs cette année. Mais les Reds en troisième place, je pense que la perte d'Hunter Green va faire extrêmement mal. Puis surtout en début de saison, quand tu pars mal à la saison, c'est dur de se relever. C'est des genres de matchs qui après ça peuvent te faire mal en septembre quand dans une course. Là, en tant que fan des Mets, je sais très bien de quoi je parle. J'ai les Reds en troisième. Non, en fait, non. Moi, je vais mettre les Pirates en troisième place. Je pense que les ajouts la saison morte vont faire une différence. Je ne sais pas qu'ils vont faire une série. Mais il va y avoir une amélioration assez claire, nette et précise à Pittsburgh. Les Reds en quatrième place, puis les Cardinals loin derrière dans cette division-là. Je pense un peu que ça va être un punching bag de la division, malheureusement pour eux. Je ne sais pas si y a d'autres choses à rajouter sur la division. Non? Ça faisait le tour pas mal. Ben, parfait. On espère que vous avez apprécié l'épisode sur la centrale. La semaine prochaine, plus tard cette semaine, on vous revient, comme que je dis plutôt, avec un retour sur la classique mondiale de baseball. Et ensuite, on va terminer notre tour d'horizon des divisions avec les deux divisions de l'Ouest américaine et la nationale. Donc, prochain épisode. WBC, ensuite l'Ouest américaine. Et on devrait être correct, on espère, pour juste à temps pour l'Opening Day. Qui, écoute, ça commence en pas long, dans une semaine, non, 8 jours. 8 jours, c'est le premier match en saison entre les Yankees et les Giants. L'Opening Day qui est la journée d'après, le 26. Alors que pas mal toutes les équipes devraient jouer. Ça s'en vient. J'ai hâte. Je sais pas pourquoi. Ça va être excitant. Mais merci. C'est toujours le fun, ça. Merci d'avoir été là, Laurie. D'avoir tenu fort. Yes. Merci également d'avoir été à l'écoute. On espère que vous avez apprécié. Je vous invite également à nous suivre sur Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, toutes les plateformes nécessaires si vous voulez rien manquer pour la suite du podcast. Et on vous souhaite une bonne semaine de baseball. On vous revient très prochainement.